Bienvenue à cette conférence organisée en partenariat par Holy Games et par le Centre Teilhard de Chardin. Bienvenue à vous qui êtes dans la salle, bienvenue à tous ceux qui sont de l'autre côté de l'écran. Cette conférence est la 4e d'une série organisée par Holy Games. Nous avons eu une conférence au Bernardin sur sport et spiritualité, une autre aux facultés de Loyola Paris sur sport et handicap, la 3e à l'Institut catholique de Paris sur sport et communion, et la 4e, donc ce soir, au Centre Teilhard de Chardin sur sport et sciences. Alors c'est très heureux que la conférence de ce soir ait lieu au Centre Teilhard de Chardin, compte tenu de la vocation de ce lieu. Le Centre Teilhard de Chardin est un lieu de dialogue entre l'Église et le monde scientifique en Île-de-France, et donc cette conférence s'inscrit particulièrement bien dans notre vocation. Le Centre Teilhard de Chardin est aussi un lieu de la pastorale étudiante sur le plateau de Saclay, et je suis très heureux que la communauté chrétienne de Centrale-Supélec soit là ce soir à cette conférence dans la salle. Je dis ça pour ceux qui sont de l'autre côté de l'écran et qui ne vous voient pas. Je glisse l'inévitable appel aux dons. Le Centre Teilhard de Chardin n'a pas de subvention publique et donc serait très heureux si vous pouviez participer à sa vie de manière financière. Voilà. Je passe sans transition et sans délai la parole à Étienne Pépin de RCF qui va animer cette soirée. Merci beaucoup. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Centre Teilhard de Chardin et bienvenue sur RCF pour cette nouvelle conférence du cycle « Quand la théologie rencontre le sport », une soirée organisée avec Holy Games, la proposition de l'Église de France pour les Jeux Olympiques 2024. Ce soir, sport et sciences et des questions fondamentales. Comment la science se met-elle au service de la performance et comment? Jusqu'où les techniques nouvelles permettent aux sportifs d'optimiser leurs efforts et de repousser leurs limites au-delà de ce qu'on imaginait possible pour le corps humain? Et cela est-il toujours juste et bon? Au fond, comment les progrès viennent interroger les valeurs du sport? Comment, comme chrétiens, cela nous interroge sur les réflexions éthiques que nous portons? Nous allons poser ces questions à nos invités. Je vais vous les présenter dans quelques secondes. Je précise que la soirée se déroulera en 2 temps. Nous allons d'abord avoir 1 heure de conversation avec nos invités et vous pourrez ensuite leur poser vos questions, réagir ou témoigner. C'est une belle disputatio qui s'offre à vous ce soir. Donc je vous propose d'accueillir nos 2 invités qui ont accepté de témoigner pour cette soirée sport et sciences. Xavier Bigard, bonsoir. Vous êtes médecin du sport, chercheur en physiologie de l'exercice et nutrition. Actuellement, vous êtes directeur médical de l'Union cycliste internationale. C'est la Fédération internationale de cyclisme. Avec nous également François Chiron, bonsoir. Vous êtes doctorant pour l'Université d'Évry et la Fédération française d'athlétisme, ainsi qu'accompagnateur sportif et entraîneur en athlétisme demi-fond pour les athlètes de l'équipe de France et de l'INSEP. Alors d'entrée de jeu, je vais vous provoquer un peu. Les sportifs que vous accompagnez, ils sont déjà exceptionnels. Voilà, ce sont des champions. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de la science pour performer? Ça sert à quoi d'utiliser la science pour performer? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est même pas un non-sens? Xavier Bigard, peut-être on peut commencer avec vous. Très bien. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Est-ce que c'est un non-sens? Absolument pas. On se doit d'utiliser intelligemment tous les progrès technologiques qui permettent d'optimiser le travail humain, d'optimiser les performances humaines. C'est absolument évident. Et on ne pourrait pas d'ailleurs se freiner dans l'utilisation de tous ces progrès. La seule question, ou tout au moins ce qu'il faut savoir quand on parle de science et de performance humaine et de performance physique, j'entends, on pourrait discourir des performances mentales, performances cognitives, mais on va en rester, pour faire simple, aux performances physiques. La seule question qu'il faut se poser, c'est, dans le domaine de la recherche, on a besoin de nouveaux outils. Et grâce aux ingénieurs, dont vous faites partie dans le public, majoritairement, je pense, vous mettez au point des outils, vous innovez, vous mettez sur la table des nouveaux moyens de mesurer,
de mesurer des variables biologiques, physiologiques. Mais la vraie question que nous, on va se poser derrière, et après on passera la parole à François, et je pense qu'il est lui aussi au cœur de cette question-là, la vraie question que nous, on se pose derrière, c'est qu'est-ce que l'on mesure? Ce qu'on mesure est-il représentatif d'une amélioration de performance? Ce que l'on mesure est-il représentatif de ce pourquoi cet outil a été développé? Et pour nous, le grand challenge après, ça va être d'utiliser de multiples outils que vous avez développés, de les coordonner pour essayer d'avoir une idée beaucoup plus juste du niveau de performance d'un humain et de l'évolution de ces performances de l'humain dans le temps. Donc, une fois que vous avez mis sur la table un outil, un sensor, un capteur qui va mesurer une variable, l'histoire n'est pas terminée, l'histoire commence. On vous remercie pour avoir développé ces outils. Par contre, pour nous derrière, sachez que le travail est absolument colossal pour donner un sens aux mesures que l'on réalise avec ces outils, un sens toujours dans le domaine de l'amélioration des performances, et je pense qu'on évoquera un petit peu plus tard au cours du débat jusqu'où on peut aller dans le domaine de l'amélioration des performances, mais ça c'est une autre question. Alors peut-être la même question, on a compris, ça sert à quelque chose évidemment, et c'est important. Est-ce qu'on n'a pas déjà atteint des records indépassables finalement? Et à ce titre-là, justement, à quoi vous servent les outils qui sont mis en œuvre sur les sportifs pour les aider dans leur performance? Alors déjà, pour reprendre la question initiale, est-ce que c'est un non-sens d'avoir de la science pour optimiser la performance? Ça serait pour moi, si on transfère la question, est-ce que c'est un non-sens de faire de la théologie pour les chrétiens? Est-ce que c'est un non-sens de faire de la science pour la médecine? Quand on a un objectif, nous en tout cas en tant que personnes qui travaillent dans le sport de haut niveau, de la performance, la science nous permet de parvenir à cet objectif. En médecine, le but de la science est d'aider les médecins à trouver de nouvelles pratiques pour optimiser la guérison des patients. En théologie, c'est parfois de formaliser une certaine pensée, une certaine croyance, toujours dans un but d'objectiver notre croyance. Il me semble que dans le monde du sport, c'est exactement du même ordre. Et il y a deux types, on va dire, de sciences en sciences du sport. Il y a celle qui nous permet d'avoir toujours plus une connaissance fine et approfondie de l'organisme, que ce soit au niveau mental, psychologique, mais il y a aussi les sciences dites un peu plus molles ou en tout cas humaines, telles que la sociologie et ainsi de suite, mais bien sûr la biomécanique ou la physiologie qui nous donne bien évidemment des renseignements importants. Et le but, c'est parfois de produire de la connaissance. Dans le sport, plus que de produire de la connaissance, c'est comment je transfère la connaissance pour la mettre au service du terrain. Ce que nous, on appelle dans notre jargon un peu l'accompagnement scientifique de la performance. Et comme vient de le dire Xavier, c'est développer parfois des outils qui vont, eux, permettre aux entraîneurs, et in fine aux sportifs, ou en tout cas aux membres du staff, d'objectiver leur œil de maquignon, leur œil d'expert, pour toujours plus aider les sportifs dans leur prise de décision. Et c'est vraiment ça qui me semble non négligeable dans ces outils qu'on va développer. Le but, c'est de produire de la connaissance, et via cette connaissance, la transférer sur le terrain pour objectiver nos pratiques au quotidien. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que vous mesurez comme données? Qu'est-ce que vous suivez comme données? Avec quel capteur? Est-ce que vous mesurez le rythme cardiaque, la température du corps, la sudation, la glycémie? Qu'est-ce que vous mesurez pour accompagner justement la performance? Qu'on entre un peu dans le détail technique. On mesure beaucoup trop de choses parfois qui ne servent pas spécialement à grand-chose, mais on mesure beaucoup de choses. En tout cas, en physiologie, dans tous les cas, on va mesurer des paramètres qui nous permettent d'avoir des renseignements sur comment évolue l'organisme. Donc c'est par exemple la lactatémie. La lactatémie, c'est quelque chose qu'on va mesurer à travers une petite goutte de sang qui va nous permettre de savoir à quelle intensité va courir le sportif. Bien sûr, on va voir la fréquence cardiaque qui nous permet de savoir un peu à quelle intensité de son maximum il est également, permettre de fournir des intensités relatives pour mieux calibrer l'entraînement. On parlait de la glycémie, mais je laisserai peut-être Xavier en parler un peu plus en détail. On va avoir, nous, des trucs tout simples. La montre GPS, nos montres connectées, nous permettent d'avoir nos allures de course, donc nos vitesses de déplacement, la distance parcourue. On n'est plus uniquement au feeling. Maintenant, on a des outils très connectés.
Et en biomécanique, donc là on peut mesurer via des appareils très précis l'amplitude d'une foulée, la fréquence d'une foulée, ce qui nous permet de savoir comment, peut-être dans la fatigue ou au cours Et d'une vous course. allez par exemple adapter l'allure du coureur, par exemple? Un Avec ces exemple données-là de collègue que j'affectionne particulièrement, qui est Bruno Gagère, qui a entraîné le champion du monde Pierre-Ambroise Boss, recordman de France actuel, avait passé en revue tous ses concurrents et s'était arrêté sur le champion du monde et le recordman du monde toujours actuel, Rudy Chat. Il avait décortiqué sa foulée avec un indice de taille et l'amplitude qu'il avait. Et il s'est dit, bah, voilà, vis-à-vis de mon athlète, quelle lui sera sa mécanique de foulée idéale pour arriver au plus haut niveau. Et il a mesuré ça, il a fait des heures et des heures d'analyse, et avec toute son équipe, il a réussi à, grâce aux outils que je parlais, avoir la foulée qui lui convenait pour être la plus performante. Et pas uniquement un instant T, mais comment aussi elle va évoluer dans la fatigue. Donc c'est tout un tas d'outils qu'on peut mettre en évidence. Mais on peut aussi développer des outils tels qu'on peut en retrouver dans les sciences, dans la psychologie, des questionnaires. On a fait passer dans le cadre de mes recherches des questionnaires d'anxiété précompétitif qui nous permettent de savoir dans quelle mesure ils sont anxieux, comment se dirige cette anxiété et si cette anxiété est plutôt délétère ou favorable à la performance. Donc dans tous les types de champs disciplinaires, il y a des outils qu'on met au service des sportifs. Là, on voit qu'on est sur la dimension vraiment de l'effort. Vous, Xavier Bigard, vous intervenez peut-être en amont sur justement la bonne nutrition pour que l'effort soit accompagné par la bonne énergie finalement accumulée avant. Enfin, votre travail, vous, comme nutritionniste, médecin, se passe avant pour que l'effort au moment où il est accompli soit le plus performant. Oui, actuellement principalement, mais j'ai un passé de chercheur. J'ai dirigé un laboratoire de recherche pendant pas mal d'années, et l'un de nos thèmes de recherche était la cohérence et la coordination de la mesure de différents paramètres physiologiques pour représenter la performance. Et donc, on était pleinement dans ce que fait François sur le terrain. Et ce que vous avez, par exemple, vous, sur vos montres connectées, vous avez un certain nombre de paramètres qui sont directement mesurés. Pour nous, encore une fois, grâce aux ingénieurs qui ont développé des capteurs, un capteur de glycémie, un capteur de lactatémie, qui va mesurer le lactate dans le sang. Pardon, c'est quoi le lactate? Pardon, Oui, je suis pardon. un peu béotien, moi, je sais pas vous, mais... Oui, le lactate, c'est un composé qui résulte de l'utilisation du glucose comme carburant. Je vais faire simple. La machine humaine et le muscle, c'est un moteur. C'est un moteur à explosion. Et ce moteur à explosion, il utilise un carburant. Ça peut être donc de l'essence, du diesel. Pour nous, chez l'humain, ça peut être soit du glucose, soit des acides gras. Et le moteur à explosion utilise ce carburant avec de l'oxygène. Il faut de l'oxygène pour brûler ce carburant. Eh bien, nous, c'est la même chose. On a besoin d'oxygène pour pouvoir, pour des efforts au-delà d'une minute 30. Donc, on a besoin d'oxygène pour pouvoir utiliser le glucose et utiliser les acides gras. Si on a la possibilité, contrairement au moteur à explosion, de pouvoir utiliser un carburant, c'est-à-dire ce glucose, sans oxygène. Et à ce moment-là, il va produire ce qu'on appelle du lactate ou de l'acide lactique. Et ce lactate est représentatif de l'utilisation de glucose sans oxygène, c'est-à-dire qu'entre autres, quand il n'y a plus suffisamment de disponibilité d'oxygène pour pouvoir utiliser ce carburant. Donc pour nous, c'est un marqueur de ce que l'on appelle le métabolisme, c'est-à-dire la manière dont le muscle utilise ses carburants. Donc on a des capteurs qui peuvent mesurer le lactate, on a des capteurs qui mesurent la respiration, qui mesurent la fréquence cardiaque, etc. Mais tous ces capteurs qui sont pris les uns à côté des autres peuvent donner une information, mais il faut que cette information soit cohérente sur le niveau d'activité physique, sur le niveau de l'exercice et sur le niveau de performance. Et donc dans mon labo, l'un des objectifs, c'était ça, c'était de rendre cohérents tous ces capteurs qui sont mesurés, et en particulier, et ça c'est pour nous un véritable écueil en recherche chez l'humain, en recherche en physiologie humaine, c'est que personne n'est comparable à son voisin. Il y a toujours une énorme variabilité interindividuelle dans la réponse à
un stress, que ce soit l'augmentation de la température, que ce soit un stress émotionnel, que ce soit un exercice. La réponse de la fréquence cardiaque va varier suivant les individus. La réponse de la production de sueur va varier suivant les individus, et toujours de manière très importante. Et ce que vous avez sur vos montres, eh bien, personne ne sait quel est l'algorithme qui permet de vous donner un niveau d'activité physique. Quel est l'algorithme qui est à l'origine de cela? Est-ce que cet algorithme a été personnalisé? Bien sûr que non. On a une idée de la réponse. Donc pour nous, dans mon labo, c'était vraiment l'un des objectifs de recherche. Actuellement, donc comme je suis retiré de la recherche active, et en tant que nutritionniste, c'est vrai, c'est d'édicter des recommandations d'apport de ces carburants dont je parlais, de manière à ce que l'organisme puisse toujours avoir à disposition de quoi fonctionner, de quoi faire fonctionner les muscles dans le cadre du mouvement. Dans quel niveau de détail on est? Est-ce que, par exemple, vous mesurez l'heure précise d'un repas qui doit être pris tant d'heures ou tant de minutes avant un effort de telle ou telle nature? Dans quel niveau de détail vous êtes pour accompagner le sportif qui, au moment T, doit performer absolument? Dans un très haut niveau de détail. On a toujours, nous, cette grande difficulté, c'est qu'on a des corpus de connaissances qui sont produits par la recherche, qui sont extrêmement détaillés et qui permettent d'aller très loin. Le transfert au terrain est très, très compliqué. Et dans le domaine de la nutrition, c'est le cas. Il y a énormément de croyances nutritionnelles qui ne reposent absolument sur rien, mais actuellement, on sait exactement pour un marathonien qui vaut telle performance, ce qu'on doit lui apporter dans les 2-3 jours qui précèdent, ce qu'on doit lui apporter jusqu'à 10 minutes avant le coup de pistolet du départ, ce qu'on doit exactement lui donner dès l'arrivée, c'est-à-dire dans les 20 minutes qui suivent l'arrivée, et ce jusqu'à 48-72 heures après l'arrivée. On en est à ce niveau de détail en termes de qualité de glucides que l'on doit apporter, donc ça c'est le carburant principal, dont le glucose, la qualité des protéines que l'on doit donner en récupération, etc. Donc on a un très haut niveau de détail de ces recommandations nutritionnelles, et je me répète, qui encore une fois, hélas, ne sont que très difficilement transférées au public. Et alors justement, ça rejoint ma question suivante. Est-ce qu'il y a des règles du jeu? Si justement cette optimisation suit l'avancée de la science, de la recherche, est-ce qu'il y a des règles du jeu pour qu'il y ait une forme d'équité quand même? Parce que quand on arrive sur la ligne de départ d'une course, si on n'est pas tous équipés de la même manière, avec le même degré justement d'accompagnement scientifique pour optimiser la performance, on pourrait trouver ça un peu injuste, quoi. Est-ce qu'il y a des règles du jeu donc? Je reviens juste sur la question d'avant, et pour rebondir sur ce que disait Xavier. La recherche, en fait, notamment dans les sciences du sport, c'est quand même une recherche qui est assez nouvelle par rapport aux autres types de sciences. Et la difficulté qu'on retrouve aussi dans nos champs disciplinaires, c'est que les échantillons sur lesquels sont faites ces sciences ne sont pas représentatifs de ce que sont la population des sportifs de haut niveau, dans la grande majorité. C'est-à-dire que les études sont faites majoritairement sur des étudiants en STAPS, sur monsieur et madame tout le monde, et les conclusions qu'on va avoir et qu'on va tirer de ces études sont certes parfois équivalentes, parce que les sportifs de haut niveau sont des êtres humains et vont avoir des grands comportements propres à l'individu, mais ils ont aussi des singularités. Et c'est pour ça que l'optimisation de la performance arrive à ce niveau-là. Et comme le disait Xavier, voilà, on va avec des micro-prélèvements, parfois, là on parlait juste de la nutrition, qui est quand même un facteur clé de la performance. On va même, nous, parfois au-delà, et je sais que Xavier l'a fait aussi, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à mesurer au repos, via des micro-prélèvements sanguins, le taux de ce qu'on appelle du bicarbonate dans le sang, corrélé au lactate, qui est en fait une molécule qui nous permet de retarder la fatigue dans l'effort, pour qu'en fait on sache la cinétique d'absorption, quand est-ce qu'on arrive à ce pic dans le sang, pour que derrière le sportif l'ingère dans 1h30, 2 heures avant l'effort, et tout ce procédé qui permet de retarder la fatigue. Donc c'est ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, pas pendant l'effort, mais avant ou après l'effort en fait. En fait, ça dépend des disciplines. Dans le vélo, forcément, on a 3 à 6 heures d'effort sur le cyclisme sur route. Le marathon, on a maintenant 2 heures d'effort. Si on parle du 800 mètres, le 800 mètres, c'est 1 minute 41, donc ça reste quand même très restreint. Donc c'est surtout en amont qu'on va agir. Alors justement, je reviens sur les règles du jeu, parce que c'est vrai que sur un marathon ou sur une
course cycliste, je pense au Tour de France, est-ce que d'abord tous les sportifs sont à égalité? Est-ce qu'ils sont accompagnés aussi pendant leur effort? Est-ce qu'il y a comme une oreillette peut-être qui leur dit, bon allez maintenant c'est ton taux de glycémie est bon, il faut y aller, il faut que tu fasses le sprint maintenant, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, est-ce qu'il y a une sorte d'accompagnement un peu au fur et à mesure de l'effort? Et est-ce que tous les sportifs sont égaux dans cet accompagnement? Je laisserai le soin à Xavier d'y répondre parce que c'est son champ de compétences. Pour revenir aussi à la question dont tu faisais part juste avant, l'équité dans le sport, c'est assez amusant parce que par nature, rien n'est équitable. Ce qui est permis ou pas dans l'accompagnement et l'optimisation de la performance, c'est très simple. Il y a un règlement qui permet de le régir. Il y a des normes antidopage qui sont internationales. Donc pour moi, ça, c'est un point strict, une condition nécessaire et suffisante pour dire jusqu'à où on doit s'arrêter. Parfois, j'y mets même, moi aussi, un peu plus de réserve aussi sur le manque de connaissances actuelles qu'on peut avoir sur tel ou tel produit, sur des choses. Moi, ça ne me pose pas de problème à l'heure d'aujourd'hui d'optimiser la performance jusqu'à avoir ce qu'on parlait du bicarbonate, qui est quelque chose qui est une supplémentation dans notre corps. C'est un degré très fin. C'est pas interdit, ça ne pose pas de problème pour la santé, ça optimise la performance et en plus de ça, c'est autorisé. Donc je n'ai aucun souci d'un point de vue éthique à le faire. Par contre, de prendre de l'OPO, par exemple, là c'est interdit, ça optimise la performance et en plus de ça, ça peut être dangereux pour la santé. Donc de là, moi je m'interdis et j'interdis bien évidemment tout mon staff et toutes les personnes avec qui je travaille de faire ça. Et pour répondre à la question, est-ce que tous les sportifs sont égaux? Est-ce que tous les êtres humains sont égaux à la naissance? La question est la même, bien évidemment que non. On est avec certains des yeux bleus, certains des yeux marrons, verts, des cheveux, des calvities, des rides. On n'est pas égaux face à la vie. Le sportif de haut niveau, c'est déjà une population extraordinaire de par ses capacités physiques, physiologiques et mentales. Et entre les sportifs de haut niveau, le champion, il est, outre bien sûr les 3 règles de T, le temps, le travail et le talent, je pense qu'ils sont tous en termes de travail et de temps investi, on va dire à des niveaux similaires. Ce qui peut faire aussi la différence à ce niveau-là, c'est peut-être le talent. Donc évidemment que non, ils ne sont pas équitables sur la ligne de départ. Et en plus de ça, il peut y avoir d'autres inégalités et injustices. C'est que le sport de haut niveau rime avec argent. Il suffit de voir le PIB au niveau international et le classement des Jeux à la fin, vous serez étonné que les 10 premières nations sont ceux qui ont les 10 plus gros PIB. Oui, parce que c'est aussi de l'investissement, le sport de haut niveau. Donc il y aura toujours des singularités, mais le sport de haut niveau reste inéquitable. Ça, c'est une évidence, en tout cas, à mon sens. Alors, Xavier, vous voulez réagir aussi sur cette question d'équité? Oui, ça c'est vraiment une question absolument essentielle. Et je remercie en particulier le Centre Teilhard de Chardin de nous donner l'occasion vraiment de discuter autour de ces questions d'équité et de rupture d'équité dans le domaine du sport et de la performance. Mais ce sont des échanges, des discussions qu'on a finalement que trop peu souvent l'occasion d'aborder entre nous. Trop peu souvent. Alors, il y a, en effet, comme François vient de l'expliquer, il y a une rupture d'équité dès la ligne de départ. C'est-à-dire qu'un sportif de haut niveau n'est pas l'équivalent d'un autre sportif de haut niveau sur la ligne de départ. Dans le domaine du cyclisme, on le voit très bien, il y a 172 coureurs au départ d'un grand tour, d'un grand Tour de France prochainement. Eh bien, ces 172 coureurs n'ont pas le même niveau de performance, n'ont pas les mêmes qualités. Ils vont avoir des qualités différentes qui vont leur permettre d'exceller sur certaines étapes et d'autres sur d'autres étapes, etc. Mais il n'y a pas d'équité entre eux en termes de capacité à performer, de capacité à gagner. Mais ça, c'est une rupture d'équité, si je puis dire, qui est acceptable. C'est-à-dire qu'on doit accepter, parce que ça fait partie de la diversité de l'humain. Un sportif de haut niveau excelle par rapport à la population générale parce qu'il bénéficie très souvent d'un héritage génétique favorable. Et on a beaucoup avancé aussi sur les déterminants génétiques et sur les déterminants qu'on appelle maintenant épigénétiques
de la performance. Donc, il a une capacité de s'adapter à des charges de travail à l'entraînement supérieures à celles de la population générale. Et parmi les athlètes de haut niveau eux-mêmes, eh bien, de la même manière, il y en a qui sortent du lot par rapport à d'autres. Mais ça, c'est, encore une fois, une rupture d'équité, puisque tout le monde n'est pas égal, acceptable. Il y a une rupture Mais- d'équité aussi peut-être dans l'accompagnement pendant l'effort, une longue course. Est-ce que les cyclistes, par exemple, sont accompagnés pour savoir à quel moment ils peuvent aller pousser leur organisme plus loin que ce qu'ils sont en train de faire là? Alors, c'est là, justement, que j'allais en arriver. Il y a, par contre, des ruptures d'équité qui ne sont pas acceptables. Pas acceptables parce qu'elles créent véritablement une trop grande divergence dans les chances accordées aux membres d'une équipe par rapport aux membres d'une équipe adverse. C'est parfois pas facile à accepter non plus. Je donne juste un exemple, mais à un moment donné, on est un petit peu limité, on ne sait pas comment faire, mais sur certains championnats du monde de cyclisme, notamment de cyclisme sur piste, on voit arriver des nations beaucoup moins nanties au plan économique et qui disposent de machines beaucoup moins sophistiquées, beaucoup moins performantes. Et on se dit, obligatoirement, la conclusion elle est simple, cet humain qui va monter sur cette machine, même s'il a des qualités physiologiques, psychologiques, de motivation égales à un autre coureur, obligatoirement, eh bien, il ne pourra pas performer aussi bien. Et ça, c'est assez difficile à accepter. C'est la raison pour laquelle, au sein de grands organismes comme les fédérations internationales, on essaie de lisser ces différences, c'est-à-dire en équipant avec de meilleures machines les équipes qui proviennent de pays. Par exemple, les fédérations françaises équipent, je ne sais pas, un des pays en difficulté économique? Non, en France, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire, puisque moi je suis directeur médical de la Fédération internationale, mais par exemple, notre Fédération internationale, l'Union cycliste internationale, l'UCI, donne régulièrement des machines de très haut niveau à des équipes, notamment des équipes africaines, de manière à ce qu'elles puissent performer avec un moindre gap, un moindre delta de déficit au départ, de rupture d'équité. Voilà. Par contre, après en course, donc j'en reviens à votre question, en course... Est-ce qu'on peut être aidé et jusqu'où Voilà. par une présence extérieure? Et est-ce que ça peut être considéré même comme, pourquoi pas, du dopage ou de la triche ou je ne sais pas? Alors, je voudrais tout de suite, et François l'a bien expliqué tout à l'heure, trancher la question du dopage. Le dopage supporte une définition qui est extrêmement simple. On ne parle de dopage qu'à partir du moment où on utilise une substance ou une méthode qui est officiellement interdite. On utilise une substance qui n'est pas sur cette liste d'interdiction qui est annuellement publiée par l'Agence mondiale antidopage, on ne parle pas de dopage. J'utilise de la créatine, j'utilise des bicarbonates, ce n'est pas du dopage. Voilà. Donc le dopage a une définition très stricte. Donc aider un sportif par exemple dans le cyclisme, en hurlant dans ses oreilles avec le micro alors que lui a une oreillette, ce n'est pas du dopage. Il y a des équipes qui disposent, enfin la très grande majorité des équipes disposent maintenant de communication directe avec les directeurs sportifs. Donc on pourrait imaginer une équipe qui ne dispose pas de ce système. Ce n'est pas une rupture d'équité phénoménale. Mais les autres, ceux qui en disposent, ne sont pas dans un contexte de dopage du tout. Hein, c'est un moyen de stimuler le coureur, lui donner des informations. Ce qu'il faut savoir aussi quand même, et ça c'est rarement dit, c'est qu'il y a quand même une très grande majorité de coureurs qui au bout d'un moment en ont tellement marre d'entendre le directeur sportif qu'ils enlèvent l'oreillette, quoi. Et heureusement, quoi. Et ça, il suffit de voir les coureurs sur les sprints finaux ou sur les 50 derniers kilomètres, quand on a des gros plans et on voit quelque chose qui pendouille, c'est tout simplement l'oreillette qui pend, parce qu'ils en ont assez d'entendre. Est-ce qu'il y a des capteurs quand même qui permettent en temps réel de mesurer la sudation, la glycémie pendant l'épreuve, qui permet au directeur sportif justement de guider le cycliste vers tel ou tel effort? On le voit, hein, certains qui font des percées, des tentatives, sur le Tour de France, c'est incroyable, ça, c'est tout le temps. Est-ce que c'est guidé par leur propre discernement à chacun des cyclistes là, ou est-ce que c'est le directeur sportif qui dit il faut y aller maintenant, c'est bon, il y a la ligne droite, voilà, comment ça se passe ça? Alors ça, c'est aussi un sujet très sensible. Ce sur quoi on insiste beaucoup, alors dans
notre sport, hein, je ne parlerai que donc du cyclisme, et peut-être que François aura d'autres expériences sur des sports de longue durée. Dans le domaine du cyclisme, toutes les informations de paramètres physiologiques qui sont fournies aux coureurs, puisqu'ils ont un mini-computer, hein, sur leur vélo, ne servent qu'à les informer eux-mêmes de leur état de fraîcheur ou de leur niveau de travail physique, hein, qu'ils réalisent, mais sans que ça puisse donner cours à une aide extérieure. Et ça, c'est absolument essentiel pour nous. Et le meilleur exemple que l'on puisse donner, c'est la mise sur le marché depuis quelques années de mini-capteurs qu'on appelle de glycémie, qui ne mesurent pas vraiment le glucose dans le sang. La glycémie, c'est le glucose dans le sang. Ce n'est pas véritablement cette mesure, mais c'est quelque chose qui approche. Et donc, ces capteurs ont été mis sur le marché pour aider, pour accompagner des personnes jeunes atteintes de diabète de type 1, pour pouvoir, notamment à l'exercice, contrôler leur glycémie, pouvoir se resucrer ou pouvoir augmenter leur dose d'insuline, à l'inverse. Et ça, c'est absolument parfait. Et puis, certains industriels se sont dit, mais finalement, ça pourrait servir à des sportifs. À partir du moment où ils observent une diminution de leur glucose, eh bien, c'est ils entrent dans un état de fatigue, entre guillemets, et donc il faut les resucrer. Donc, on va leur apporter des boissons sucrées, de manière à maintenir cette glycémie. Donc, pour nous, ça, c'est absolument interdit en compétition. Il n'est pas question que l'on fasse d'un sportif un humain piloté à distance sur la lecture de variables physiologiques ou biologiques. Ça, c'est absolument inadmissible, c'est totalement contraire au maintien de l'équité et au maintien de un concept absolument essentiel pour nous, c'est l'esprit du sport et l'esprit de compétition. Donc à ce titre-là, ils apprennent à connaître le mieux possible leur corps, pour adapter, pour savoir à quel moment eux-mêmes peuvent prendre la décision d'aller sur un sprint ou de faire tel ou tel effort pendant l'épreuve. C'est une connaissance extrêmement pointue de leur propre physiologie, en fait. Tout à fait. Il y a, outre tout ce que nous, on peut leur apporter, les sportifs de haut niveau ont une certaine sensibilité, une connaissance d'eux-mêmes inégalée au quotidien. Je veux dire, ils savent vraiment... En fait, il faut comprendre que leur outil de travail, c'est leur corps humain. Et leur corps, ils savent les moindres défaillances, ils savent décrire chaque signal que peut lui envoyer son corps. Et par exemple, sur marathon, c'est pas anodin si les chronos ne font que descendre. Il y a bien sûr l'apparition des nouvelles technologies via les chaussures, mais aussi des produits de nutrition, où, comme on l'a dit avant, on peut mesurer les besoins et les apports énergétiques. Et là maintenant, il y a des choses qui sont proposées et qui sont vraiment idéales et idéalisées pour les sportifs lors de leur marathon. Et donc on sait l'apport en glucides, donc en sucre, qu'ils vont avoir à quel temps, à prendre en quelle quantité pour optimiser leur performance en marathon. Mais comme le disait Xavier, ce qui est hyper important, c'est que ça, c'est mesuré en amont. Pendant l'effort, ils n'ont pas accès à part leur ressenti sur la quantité et quand ils doivent prendre. Et en plus de ça, mais comme au cyclisme, il y a ce qu'on appelle des sas de ravitaillement, et on ne peut pas en prendre n'importe quand et comment. Donc il y a des règles quand même qui sont vraiment objectives et pour tout le monde. Donc ça, c'est un élément qui me semble vraiment important. Oui. Et donc on vous apprenez, en fait, votre travail, c'est apprendre aux sportifs que vous accompagnez à mesurer ces moments un peu clés, là, ces moments où il va falloir un petit peu s'adapter. Enfin, c'est toute la subtilité que vous faites individuellement avec chacun, quoi. C'est très drôle et merci pour cette question. Je ne sais pas dans l'expérience du cyclisme, mais c'est vrai que nous, en tout cas, l'accompagnement scientifique à la performance rend certains entraîneurs très frileux. Parce qu'à vouloir tout objectiver, on en perd un peu le feeling et le subjectif. On perd la magie du sport, non? Enfin, il y a quelque chose un petit peu d'unique dans l'épreuve, quoi. C'est le moment, quoi. C'est un kéros, quoi. Plus que la magie du sport, c'est contre-productif. C'est-à-dire que ça reste des êtres atypiques. Et parfois, en fait, ce que nous, on pense mesurer, ce qu'on leur fait un feedback objectif, ne va pas correspondre à ce qu'eux ressentent. Et ça serait contre-productif de leur dire bah non, je te bride, voilà. Et par expérience, ça m'est déjà arrivé où j'ai un sportif de très haut niveau qui sort des sentiers battus. Je ne comprends pas comment c'est possible. Et j'ai envie de lui dire mollo, lève un peu le pied.
Et c'est pas du tout ce qu'il fait. Et le pire, c'est qu'il finit la séance, et même plus fort que ce qu'on avait prévu. Et là, on se prend une petite claque, on dit ok, ça rend humble aussi la science, parce qu'on ne peut pas tout comprendre. Et il faut pas, on n'est pas indispensable, on est un outil d'aide un outil d'aide à la prise de décision pour le sportif, mais surtout pour l'entraîneur, qui lui a l'interface entre le tout. Et c'est vraiment comme ça, en tout cas, que j'identifie notre mission auprès des sportifs. Est-ce que vous arrivez à mesurer la limite, la capacité maximale d'un sportif Est-ce qu'à un moment, vous vous dites, là, ce gars-là, il ne pourra pas faire mieux, c'est pas possible? On n'est jamais sûr à 100%, mais oui, on a un groupe à l'INSEP avec mon collègue Adrien Taouji, qui est l'entraîneur principal d'une dizaine d'athlètes. Sur ces dizaines d'athlètes, on a un potentiel, on va dire, médaillable à des échéances internationales. Ces collègues, parfois, eux, vont juste se contenter, même si c'est déjà exceptionnel, de se qualifier un grand championnat. La différence entre l'un ou l'autre est assez notoire. Et on ne parle pas de compétences physiques, physiologiques, mais il y a aussi des dispositions mentales. On en parlait tout à l'heure, une certaine inégalité, injustice. Et ça, on peut l'objectiver, nous, par nos outils de mesure, physio, bioméca, mais aussi par des habiletés mentales que certains font. Je pense que une des plus grandes capacités pour le sportif de haut niveau, c'est sa capacité de résilience et de faire face à toutes ces difficultés. Et un exemple que j'aime bien donner à nos sportifs, avant de se qualifier aux derniers Jeux à Tokyo, on avait prévu une course. C'était à l'époque du Covid. Il devait faire son test. On lui a dit non, il n'y en a pas besoin, il ne le fait pas. Il arrive à l'aéroport, interdit de rentrer sur le territoire. Dernière chance pour faire les minima. Il dort 24 heures à l'aéroport, sur des sièges. On parle d'un sportif de très haut niveau. Il reprend l'avion le lendemain matin. Même pas 24 heures après, il reprend un avion pour aller courir en Espagne. Nuit blanche, il avait déjà couru pour la Coupe d'Europe avec l'équipe de France. Dos au mur. On se dit, c'est pas possible, il va pas y arriver. Il se transcende et arrive à claquer son record et à se qualifier et aller chercher sa... Et c'est quoi qui l'a transcendé, justement? Où est-ce qu'il est allé chercher ça? Comment il a dépassé cette limite? Ça reste une psychologie, à mon sens, de champion. Ça reste bien sûr des phrases bateaux, ce que je dis. Mais cette capacité de résilience et de faire face, quand on est dos au mur, à s'adapter et à toujours aller plus loin par rapport à ce que les pronostics avaient établi pour nous initialement. Et ça, c'est vraiment, je pense, un trait partagé par la plupart des sportifs de très haut niveau. Xavier, comme médecin, est-ce qu'il vous arrive, vous, parfois, de dire à un sportif, là, tu as atteint ta limite, tu ne pourras pas faire mieux, ou au contraire, votre rôle, c'est de toujours vous adapter jusqu'au bout et tout le temps? Alors, on ne dira jamais ça. Personnellement, je ne l'ai jamais dit parce que je n'étais pas dans cette situation-là, mais on ne dira jamais ça. Il faut bien savoir une chose, c'est que le médecin doit conserver une position strictement médicale, de même que l'entraîneur doit conserver une position strictement d'entraîneur. Et en tant que médecin, nous, on traite de médecine avec le sportif. D'accord ? Et donc, de dire non, tu ne pourras pas performer ou autre, ce n'est pas notre métier. Et donc, on ne dira jamais ça. Vous ne mettez pas des lignes rouges parfois en disant là, tu vas te blesser, là, ça va être trop, là, tu vas te faire mal, là, tu peux t'abîmer pour de vrai, quoi. Ah, ben ça c'est une réflexion générale, mais honnêtement, je crois que ça serait très présomptueux de pouvoir définir nous-mêmes comme cela des lignes rouges en disant tu ne peux pas aller plus loin. On peut avoir des réflexions de nature générale, mais on ne peut pas définir une ligne rouge pour un sportif donné. Ça me paraît totalement surréaliste. Je voudrais faire un tout petit excursus sur le handisport. Il y a des équipements imaginés par les ergothérapeutes qui permettent parfois des performances pour des sportifs handicapés meilleures que pour des personnes valides. Vous qui êtes très très pointu sur ces techniques qui améliorent les performances des sportifs, quel regard vous portez justement sur l'amélioration des performances des sportifs handicapés ? Comme pour le sport de haut niveau, le handisport a le droit de bénéficier des avancées technologiques et scientifiques. Les questions qu'on soulève parfois, c'est quand les performances de personnes handisport sont meilleures que celles des sportifs valides. Il y a un exemple quand même qui est assez frappant, hein, c'est Oscar Pistorius avec ses grandes lames en titane, donc il lui manque quand même les deux jambes à l'époque, parce qu'il a quitté les circuits. Là, il faisait de meilleures performances que des coureurs valides. Faut rester
Je vais un Je me petit trompe? peu plus Ouais. nuancer. Il avait le niveau international. Il n'a jamais eu de médaille, il me semble, sur des grands championnats. Donc il arrivait à approcher le très haut niveau international. Je pense qu'on aurait eu un vrai problème si il trustait les podiums. Mais ça pose question, bien évidemment. Ou alors il y avait un Allemand en saut en longueur qui était amputé, du coup, qui courait avec une lame de carbone et a été champion d'Allemagne, il me semble. Et ça posait problème parce qu'en fait, pas qu'il soit champion d'Allemagne, c'est que son pied d'appel, le pied avec lequel il prenait son impulsion, était sa lame de carbone. Et donc là, oui, ça pose question. Parce que est-ce que on pourrait légitimement se poser comme question, s'il n'avait pas cette lame de carbone-là, est-ce qu'il serait champion national? À mon sens, non. Donc, est-ce que l'aide technologique là apportée à ce sportif-là n'est pas là concrètement une injustice par rapport aux autres? Et là, oui, il y a une dimension éthique. Et je pense que une des frontières, c'est on a le droit d'optimiser la performance des handisports, mais si l'aide apportée permet de contribuer, parce qu'il faut se rendre compte quand même que c'est une aide parce que normalement ils sont en situation de handicap, donc c'est pour combler et pallier un manque. Mais par contre, si ce manque devient un atout, il y a une me sens. C'est injuste. C'est- Après, encore une fois, l'injustice, de toute manière, elle est là initialement, mais il y a quelque chose qui n'est pas censé. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Sur cette question, Xavier. Oui, je suis tout à fait en cohérence. On entre dans un domaine qui est un domaine là aussi extrêmement passionnant en termes de discussion, qui est celui de l'homme réparé Augmenté. et de l'homme augmenté. C'est-à-dire que je répare un déficit, en effet, donc je restaure la mobilité d'un handicapé moteur, hein, d'un amputé, je le répare, je lui permets de se déplacer de manière totalement autonome, mais est-ce que je dois l'augmenter, c'est-à-dire augmenter ses performances motrices comparativement à ce qu'elles étaient auparavant? Pour moi, la réponse, elle est non, on n'a pas le droit. Sauf dans certaines situations. Mais dans le domaine du sport, non. Pour moi, la réponse, elle est clairement non. Dans le monde du travail, la question peut être posée de manière différente. C'est-à-dire qu'on a aussi le devoir d'augmenter les performances de l'humain avec des exosquelettes, par exemple, parce que ça va être l'occasion là de soulager les contraintes appliquées à l'appareil locomoteur, c'est-à-dire aux articulations, etc. Je parle là du monde du travail, pas du monde du sport. Dans le monde du sport, non. Et ça, c'est la très grande responsabilité des fédérations internationales de surveiller ce qui se passe, de surveiller les évolutions et d'émettre des règlements. Des règlements qui, à un moment donné, sont toujours évidemment vécus comme étant des contraintes. Oui, ce sont des contraintes, mais ce sont des contraintes de manière à respecter malgré tout une équité ou une rupture d'équité acceptable. D'accord ? De maintenir une rupture d'équité acceptable et de ne pas aller trop loin. Voilà. Et ça, c'est véritablement la responsabilité des fédérations internationales de surveiller cela. Et les choses vont très vite. Hein. Tu parlais tout à l'heure des prothèses de ce coureur de demi-fond sud-africain, très connu, voilà, donc Oscar Pistorius, hein, bien sûr. Mais ça va très loin. Nous, dans le domaine du vélo, maintenant, du cyclisme, on a des prothèses de membres inférieurs qui commencent à apparaître étant profilées, c'est-à-dire qui vont permettre d'améliorer la pénétration dans l'air. Est-ce que l'on se doit d'accepter ce genre de prothèse? Eh bien, pour moi, la réponse, elle est clairement non. Voilà. Et donc, il faut légiférer, il faut émettre des règlements de manière à limiter cette escalade vers ce qu'on appelle, dans le domaine du transhumanisme, l'homme augmenté. Une dernière question un peu technique avant de passer à une dernière partie plus humaine et peut-être même spirituelle. Quid de la finitude de l'homme? Est-ce que on a atteint tous les records possibles en matière de performance sportive? On a eu le passage sous les 10 secondes pour le 100 mètres. Il y a eu je ne sais pas quelle hauteur au saut à la perche. Est-ce que là, à notre époque, on a atteint des records infranchissables, ou est-ce que l'homme peut encore se dépasser aujourd'hui? C'est une très bonne question. À mon sens, on voit presque le bout. On n'a pas atteint cette limite-là, mais on s'en rapproche. Et on s'en rapproche de plus en plus grâce à ces aides technologiques, ou en tout cas grâce à la science.
Le record du Usain Bolt sur 100 mètres peut encore peut-être être battu si on a un autre extraterrestre. Il y a eu des calculs faits, des thèses, même des travaux de recherche faits là-dessus. On peut encore peut-être la baisser de quelques centièmes. Le saut à la perche, je pense que Mondo Duplantis peut encore s'amuser quelques centimètres. On a au bout combien d'un là moment- c'est plus de 6 mètres de ça, Ah hein. oui, largement, oui, oui, c'est Ouais. plus de 6 mètres 20. Plus de 6 mètres 20 même, donc Ouais. c'est l'équivalent de trois étages, je pense, d'un immeuble, donc c'est colossal. Mais, on s'en rapproche. Et le football, par exemple, n'a pas ce genre de souci parce qu'il n'y a pas de record à battre, sauf le nombre de trophées, ainsi de suite, mais c'est pas ça qui fait vibrer autant de gens quand ils regardent le sport, et notamment le football. Et des disciplines, je pense, comme le cyclisme, par exemple sur piste, ou l'athlétisme, va bientôt, ou la natation, on a vu l'apparition des combinaisons néoprène qui ont fait exploser les records. Ils se retrouvaient face à un dilemme où du coup on a interdit ces combinaisons et on avait des records qui étaient presque plus atteignables. Donc il faut qu'on arrive dans ce type de discipline sportive à créer du spectacle, et autrement que par uniquement la recherche de records. Et je pense qu'on a beaucoup à s'inspirer des sports plus médiatisés, et je sais que le triathlon le fait, je sais que l'athlète tend à le faire, mais pour pas forcément aller chercher le record, mais une performance en confrontation, peut-être en entraide, j'en sais rien, mais qui est plus spectaculaire que uniquement un dépassement de soi pour aller chercher une performance exceptionnelle. Xavier Bigard, François Chiron, je voudrais qu'on termine cette émission, ce plateau, sur la dimension peut-être la plus humaine et peut-être spirituelle quoi, dans le sport. La technique est-elle maîtresse de tout? Et finalement, n'en sommes-nous pas esclaves? L'homme, la nature de l'homme, ce qu'il a dans la tête, dans le cœur, dans son âme, n'est-elle pas aussi une technique à exploiter pour aller chercher la performance? Bien évidemment, c'est pour ça que les sportifs de haut niveau sont, en tout cas un certain nombre, accompagnés par des préparateurs mentaux. On parle de préparateurs physiques, mais les préparateurs mentaux sont des personnes importantes dans la préparation des sportifs pour apprendre à gérer leur anxiété, à optimiser leur stratégie, ainsi de suite. Les psychologues, parce que ça reste des personnes aussi vulnérables, et chacun peut avoir aussi sa spiritualité. Donc ce n'est pas une condition qui est nécessaire indéniablement, mais je pense qu'elle est chacun a sa part un peu de spiritualité, non? Mais ça c'est une réponse un peu en général. Est-ce que vous avez observé des performances portées par autre chose que un super entraînement, la super gestion des techniques d'observation de la glycémie ou je ne sais quel repère au curseur? Est-ce que vous avez vu, je sais pas, un sportif être transcendé par autre chose que sa propre technique? Oui, je pense à un des sportifs qu'on a pu entraîner, qui, lors d'un championnat de France, était en tête, mais en grande difficulté. Ils étaient encore deux pour la première place. Et il venait de perdre sa grand-mère il y a quelques jours. Et il avait juré sur la ligne de départ, je ne dirais pas les grosses fiertés, mais en gros, je m'interdis de perdre. Il y a eu cette phrase qui lui est revenue à même pas 2 km de l'arrivée. Et ça lui a permis de tenir et de finir un peu plus fort. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais dans ce sens-là, oui, il y a des leviers psychologiques, mentaux, spirituels qui sont indéniables chez ces sportifs-là et qui permettent de faire une performance exceptionnelle. Vous y croyez, vous, Xavier? Oui, bien sûr, absolument. Vous savez, les déterminants de la performance sportive sont extrêmement nombreux, hein. La performance est très multifactorielle. Il y a des choses qu'on sait mesurer, le métabolisme énergétique, la manière dont fonctionne un muscle, etc., la biomécanique. Il y a des choses qu'on ne sait pas mesurer. Et en particulier, pour nous, qu'est-ce qui se passe dans un cerveau? C'est une énorme boîte noire. Et donc, évidemment qu'on a tous des exemples. Et tout à l'heure, François citait l'exemple de ce coureur à la recherche de sa qualification pour une grande compétition internationale qui s'est trouvé dans la difficulté de ne pouvoir pas entrer dans un pays. S'il performe tout de suite après, c'est évidemment parce qu'il fait état d'une super motivation. Donc cette motivation, les ressorts de cette motivation, pourquoi est-ce que je suis motivé? Est-ce que c'est pour gagner un prix, de l'argent, des sponsors, un contrat? Est-ce que c'est pour aussi des raisons qui tendent ou qui ressortent beaucoup plus du spirituel? On ne peut pas l'exclure, bien sûr, bien évidemment. Bien évidemment. Vous n'avez pas peur que la machine, parfois, efface l'émotion, efface justement
cette magie qui peut exister dans ces moments un peu uniques que vous avez décrits? Bien sûr que non. Non, non. Elle n'efface pas cette magie. On a beau réaliser un accompagnement que l'on veut scientifique de la performance, il y a toujours la magie de la compétition. Et c'est la raison pour laquelle il faut respecter cet esprit du sport, cet esprit de compétition. On peut s'accorder un certain nombre j'ai envie de dire, de dérives, de ruptures d'équité à l'entraînement, mais la compétition doit essayer, autant que faire se peut, de réduire cette différence d'équité entre les concurrents, de manière à respecter cette magie du sport. Et dans tous les sports, c'est surtout vrai bien sûr dans les sports collectifs, les sports d'équipe, mais même dans tous les sports individuels, il y a toujours la magie au cours d'une compétition. Un tour de piste en athlétisme, pour nous dans le cyclisme, il y a toujours la magie. D'un moment donné, un coureur qui sort, qui va s'exprimer, qui va battre un concurrent. Nous, on a l'exemple type vraiment de la surmotivation d'un coureur pour gagner ce qu'on appelle une grande course classique belge, ce qu'on appelle un grand monument. C'était ce coureur éthiopien, Girmay, qui gagne au sprint devant Pogačar. Donc il bat Pogačar, la première fois qu'une grande classique belge est gagnée par un coureur africain. Une grande classique gagnée par un coureur africain. Et donc, il a gagné évidemment un contrat, il a gagné une notoriété, mais comment fait-il pour battre l'un des meilleurs coureurs du monde, Andrzej Pogačar, quoi. Est-ce que le mental ou la foi des sportifs est essentiel, en particulier après un échec ou après une blessure? On voit des sportifs se remettre hyper bien après une blessure grave. Est-ce que justement cette dimension non mesurable que peut être le mental, la psychologie, la foi même, est-ce que ça participe de cette résurrection sportive, osons le terme? Ça, c'est propre à chacun, propre à son parcours, à son environnement et ses croyances. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça reste des personnes singulières et avec une grande fragilité. On parle peu de la santé mentale des sportifs de haut niveau, mais beaucoup ont des dépressions ou des burn-out, en tout cas liés à leur pratique sportive. La reconversion professionnelle à l'issue de leur carrière est quelque chose qui est, pour certains ou certaines, est extrêmement difficile. Pourquoi ça? Pourquoi? Quand on se rend compte qu'en fait, c'est éphémère, une carrière de sportif de haut niveau, ça va durer pour peut-être des gens exceptionnels une vingtaine d'années au plus. Quand on vit au quotidien pour sa performance, que tout notre quotidien est rythmé par notre pratique, ça va jusqu'aux liens sociaux, à notre nourriture, à notre sommeil, notre salaire bien évidemment. Tout ça fait que quand on le perd, il y a un grand vide. Et pour certains, ça donnait même du sens au quotidien. Quand ce sens est perdu, qu'est-ce qu'on fait? Et certains, et c'est ça qui peut être dangereux à mon sens, c'est construire son identité via sa représentation de sportif professionnel. Et ce n'est pas la même chose. Bien sûr, ça y contribue, c'est très valorisant, mais c'est peut-être pour ça aussi que beaucoup, quand ils sont blessés, c'est un monde qui s'arrête. Quand il y a une contre-performance, réciproquement. Et pareil, quand c'est la fin d'une carrière. Quelle est la place du collectif, du commun, de l'ensemble, de l'équipe peut-être dans ces moments-là? Bien sûr, c'est important. Il y a le collectif qui environne le sportif, l'entraîneur, on en parlait tout à l'heure, le préparateur mental, les psychologues, le médecin, ses collègues, ses partenaires d'entraînement. Toutes ces personnes-là sont là pour lui, mais il y a aussi, je pense, il ne faut pas l'oublier, son cercle premier qui est sa famille et ses amis, qui sont des personnes qui doivent être là pour lui à ce moment-là. Xavier, sur cette question? Oui, le rôle de l'environnement proche du sportif est absolument essentiel dans ces situations qui sont des situations vraiment extrêmement difficiles à vivre pour les sportifs et des périodes extrêmement délicates et qui peuvent être parfois à l'origine évidemment de l'utilisation de substances interdites pour essayer de revenir le plus rapidement possible à la compétition. Donc ce sont des périodes psychologiquement extrêmement compliquées, puisque voilà, on a face à un humain qui est blessé, qui performait et qui à un moment donné est tombé de
de son podium, de son piédestal, et qui va devoir se réparer et revenir progressivement au haut niveau. Va-t-il revenir au haut niveau auquel il était auparavant? Ça reste une question. Donc c'est vraiment des situations extrêmement compliquées au plan psychologique et qui nécessitent vraiment le soutien. Et moi, je mettrais au premier lieu la famille, quoi, et l'environnement le plus proche. Hein. Mais est-ce que vous, comme médecin, ça vous est arrivé de devoir dire à un sportif, bon, maintenant c'est fini, ta carrière s'arrête là Non, ça jamais un médecin dira ça. C'est Et comment vous accompagnez ça? Le Ah ben, moment où vous voyez bien que, bon, il va falloir passer à autre chose. Mais nous, on répare. On soutient psychologiquement, on répare physiquement et on soutient psychologiquement. Et c'est après au sportif, lui, à trouver sa limite. C'est-à-dire en disant, bon, ben là, je ne reviendrai pas, il faut que voilà, il faut que j'arrête, il faut que je pense à ma reconversion, etc. Ça, c'est la démarche personnelle. Jamais un médecin, enfin, personnellement, jamais je ne dirais à un sportif, tu t'arrêtes là. C'est à lui à trouver sa limite. C'est à lui à se démontrer qu'il ne pourra pas se réparer et il ne pourra pas revenir au niveau qui était le sien auparavant. Il y a une solitude quand même du sportif, non? Oui, bien sûr, oui. C'est pour ça que c'est un métier, entre guillemets, difficile, très compliqué au plan psychologique, très, très complexe. Une toute dernière question, avant qu'on donne la parole à la salle, à ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ces dernières années, justement, dans cette recherche de performance, ou sur le plan technique, ou sur justement la capacité que vous avez eue à faire que ces sportifs se dépassent, ou justement sur le plan humain, ou sur le plan peut-être même spirituel? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans l'accompagnement de ces sportifs ces dernières années, ou dans vos carrières respectives, qui n'ont pas forcément la même durée, hein, puisque vous n'avez pas la même expérience l'un et l'autre, mais qu'est-ce qui vous marque? Quel est votre moteur peut-être dans votre activité, qui est dans cet accompagnement des sportifs? C'est la passion qu'on a tous, je pense, pour le sport de haut niveau. Et c'est d'accompagner avant tout des personnes dans leur pratique. C'est aussi une pratique qui est certes individuelle, mais collective, même dans l'athlétisme où la performance est le résultat d'une personne. Derrière, il y a l'entraîneur, il y a toutes les personnes qui peuvent l'épauler. Et me rendre compte qu'au quotidien, c'est accompagner des personnes dans les bons comme dans les mauvais moments. On parlait des blessures, il y a des échecs, il y a plein de choses comme ça. On a beau être des accompagnateurs scientifiques ou des entraîneurs, ainsi de suite, il y a une part d'accompagnement de la personne, de management de la personne, qui fait que ce métier est extraordinaire à mon sens. Ça sert la société au-delà même du sport, quoi. Ces valeurs humaines, elles transcendent au-delà du sport, comme si, non? Oui. Quand on voit ce qui se passe avec les JO, par exemple, je serais plus mesuré. Ça mobilise tout un pays. Et je peux vous le dire, même des gens qui ne sont pas sportifs, c'est mon cas. Moi, ça me bouleverse ce qui se passe avec cette flamme olympique, par exemple. Je comprends. Après, à mon sens, le sport de haut niveau est délétère pour la société, mais ça, c'est un autre débat. Xavier, le mot de la fin. Le mot de la fin, alors là... On va continuer. Oui, quand même, parce que là, tu me mets la pression. Là. Non, moi, ce qui me marque toujours lors de grandes compétitions internationales, c'est la fragilité émotionnelle du sportif. Le sportif n'est jamais une machine à produire du physique, à produire de la performance. Et heureusement, un sportif reste toujours fragile au plan des émotions. Un sportif qui franchit une ligne d'arrivée et qui va se mettre à pleurer à chaudes larmes, soutenu par ses coéquipiers quelques dizaines de mètres après la ligne d'arrivée. Un sportif qui échoue dans des séries qualificatives en quart de finale, en demi-finale, il n'arrive pas à se qualifier et il va s'effondrer parce qu'il va voir évidemment la fin d'un rêve pour quelques mois, peut-être une année si c'est un championnat du monde, ou pire, 4 ans si ce sont des Jeux Olympiques. Donc toujours cette fragilité. L'homme, le sportif de haut niveau, n'est jamais une machine. Il est toujours soumis à des stress émotionnels et heureusement, il sait sortir ses émotions. Et je trouve que ça, c'est toujours très attendrissant et c'est toujours très rassurant sur le spectacle, la qualité du sport de haut niveau et le fait de voir que ces jeunes restent des humains avec toute leur fragilité et l'expression de leurs émotions. Merci beaucoup à tous les deux, Xavier Bigard, François Chiron, d'avoir été avec nous pour cette table ronde. Je propose qu'on les applaudisse pour cette performance qu'ils ont fait pour nous ce soir. Merci beaucoup.
Alors on va continuer. Cette partie-là est enregistrée mais ne sera pas diffusée à la radio. C'est pour ça que j'ai fait une conclusion intermédiaire. Vous avez la parole si vous le souhaitez. Vous pouvez réagir, témoigner, poser des questions. Il y a vous dans la salle, il y a également ceux qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux, à travers les différents canaux de diffusion de cette table ronde. J'ai déjà quelques questions qui m'arrivent là. Cette question de la finalité, ça vous permet de réfléchir, comme ça j'en ai déjà une, la question de la finalité, soigner un malade n'est pas la même chose que faire un meilleur chrono finalement. Est-ce que votre métier de médecin change de vocation avec cette mission auprès des sportifs pour vous? Non, pour moi, il n'y a pas de différence. On est là pour apporter un soutien médical, un conseil médical, pour réaliser des diagnostics et pour soutenir. Encore une fois, on a peut-être trop souvent par le passé fait une confusion entre les médecins du sport et l'accompagnement à la performance, l'amélioration des performances. Non, ça c'est le métier des entraîneurs. Chacun a son métier. Nous, on est médecins, on reste médecins. On est là pour soigner dans tous les sens du terme des maux psychologiques, physiques. Et pour moi, il n'y a pas de différence de métier. J'ai exercé toujours la médecine conformément à mon éthique médicale et rien de plus, en conservant ma position médicale. Alors une question peut-être pour vous, François. Toujours une question qui m'arrive de nos publics à travers le monde. Là, je ne sais pas d'où vient cette question. À force de techniser le sport, non seulement il est de moins en moins éthique, mais ne perd-il pas aussi son esprit, ses valeurs humaines? Mais enfin, ça, je crois qu'on y a un peu répondu. Le risque, est-ce que c'est pas de perdre un petit peu la saveur et l'essence même du sport? Il faudrait d'abord définir ce que c'est l'essence même du sport avant de répondre à cette question. Sur quoi on s'appuie pour dire que c'est de moins en moins éthique, et ainsi de suite. Si on parle du dopage, je ne sais pas, en fait, il faudrait vraiment savoir ce qu'il y a derrière cette question. Moi, ce que je disais juste tout à l'heure, c'est qu'il faut se rendre compte parfois de l'état de notre société et la finalité du sport de haut niveau. Alors oui, ça fait rêver, ça fait briller, ça permet de transmettre des valeurs indéniables. Il me semble qu'on peut parvenir à la même finalité sans le sport de haut niveau qui a d'autres conséquences, il me semble, un peu plus délétères pour la société. Ça rejoint une autre question que je voulais vous poser tout à l'heure et je la pose maintenant. Est-ce que toutes ces techniques-là qui sont tentées, essayées, optimisées pour le sport, est-ce qu'un jour ou l'autre, elles peuvent être adaptées au grand public? Est-ce que finalement ce qu'on tente là pour les sportifs pourra avoir un jour peut-être une utilité pour la société, pour justement une personne malade, une personne... Enfin voilà, est-ce que ça peut irriguer la société? Alors, je pense que c'est plutôt le schéma inverse. Xavier le disait tout à l'heure avec les capteurs glycémie. Souvent, en fait, ce qu'on propose aux sportifs, ce sont des dérivés de méthodes médicales, en tout cas dans ce type de discipline. Et ça existe déjà. En tout cas, là, on parlait des capteurs glycémie. Maintenant, c'est disponible sur le marché. La lactatémie, tout le monde peut le faire. Donc, les montres connectées, je ne connais pas une personne qui court quasiment qui n'en a pas. Donc, monsieur et madame tout le monde peuvent bénéficier de ces outils. Après, savoir l'interpréter, c'est autre chose. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça de leur fonds de commerce à mauvais escient, il me semble, parce que ça peut parfois être même dangereux ou en tout cas contre-productif. Mais oui, c'est largement diffusable et accessible à tous. Alors, vous avez la parole. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, un témoignage à faire sur vos propres expériences dans la salle? N'hésitez pas, vous avez la parole. Sinon, j'ai encore une question. François disait que le sport de haut niveau est délétère pour la société. Peut-il préciser? Je peux tout à fait préciser le fond de ma pensée. Il faut dissocier la nature du sport et le sport de haut niveau. Le sport permet de rassembler, permet d'inculquer une notion d'effort, de goût à l'effort, de communauté et de partage de valeurs, d'émotions. Et ça, il me semble que c'est nécessaire, bien sûr. Le sport de niveau, le but, faut pas l'oublier, c'est pas l'esprit qu'avait proposé Pierre de Coubertin lors de son premier Olympiade, qui était réservé uniquement aux sportifs amateurs.
Maintenant, le sport de haut niveau est uniquement, à mon sens, le reflet d'une société capitaliste dont le but est de générer des profits, avoir des sponsors pour générer toujours plus de profits. Je ne vous parle pas de dérèglement climatique avec l'empreinte carbone qui est associée. Je ne vous parle pas de la consommation de protéines associées. Bon, bref, toutes ces choses-là qui font que moi, à mon sens, et par mon système de croyances et de valeurs, détruit, en tout cas contribue à la destruction d'une société et qui n'est pas nécessaire en tant que tel. On peut pratiquer du sport, on peut transmettre ses valeurs sans faire du sport de haut niveau. Ça reste un avis très personnel. Je sais que dans mon entourage proche et dans le monde du sport de haut niveau, ce n'est pas partagé. Mais moi, je réinvite à comment on peut développer du sport avec pas une visée de performance, parce que je pense que c'est ce prisme de la performance, du toujours plus, qui est destructeur. Xavier, vous voulez répondre à cette question? Oui, alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec François. Personnellement, non, je pense que le sport de compétition n'est pas délétère pour une société. Au contraire, il génère du plaisir, il génère de la passion. Hélas, depuis un certain nombre d'années, surtout dans nos pays occidentaux, trop de passion, trop de violence. Il faut lutter contre cela, c'est bien évident. Mais quand on regarde les organisations des grandes compétitions internationales il y a 50 ans, il n'y avait pas cette violence. Donc ça, c'est plutôt l'évolution de notre société, indépendamment du sport de haut niveau, qui est absolument à maîtriser. Il faut lutter contre cette violence autour de certains sports, de pas tous les sports, hein, évidemment, mais pour moi, le sport de haut niveau est nécessaire pour une société, parce qu'encore une fois, c'est générateur de plaisir. Alors évidemment, le sport de haut niveau génère des revenus, nécessite des sommes d'argent importantes. Mais ces sommes d'argent, elles sont aussi investies pour l'organisation de grandes compétitions. S'il n'y a pas de budget, eh bien, on ne peut pas organiser de multiples courses cyclistes, etc. Donc c'est nécessaire, c'est une espèce de roue qui est absolument, enfin pour moi, nécessaire. Quant à l'empreinte carbone, pratiquement toutes les grandes fédérations internationales maintenant ont des politiques de maîtrise du coût carboné des compétitions internationales, aussi bien pour les compétitions elles-mêmes, notamment pour les déplacements, pour les organisations, pour l'héritage de ces compétitions et pour le public qui y participe. Donc il y a quand même une prise de conscience. Hein, il y a une prise de conscience. Voilà, donc nos avis divergent un petit peu. Et heureusement d'ailleurs, on était trop en accord jusqu'à présent. Allez, Non, et je reviens vous engueulez pas. Voilà, non, du tout. Je reviens sur ce que tu disais, qui est très intéressant. Oui, c'est source d'émotion, de partage, ainsi de suite. Par contre, la notion de nécessaire, pour moi, non, elle n'est pas nécessaire parce que ça n'a pas toujours existé le sport de haut niveau. Et nos sociétés ont très bien existé sans le sport de haut niveau. Et je pense qu'en fait, il ne faut pas chercher à transformer le sport de haut niveau, il faut juste à le faire autrement. Et je pense qu'il faut apprendre à faire du sport autrement. Et qu'on ça veut dire quoi? Comment faudrait faire? Et moi, je pense que là, le prisme de haut niveau, c'est la performance. Je pense qu'il faut juste déplacer ce prisme-là. Je n'ai pas la solution, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un philosophe, mais je pense que les dimensions d'entraide, du collectif, de communauté, sont des choses qui peuvent être tout aussi vecteurs d'émotions, sans avoir et des émotions qui peuvent être différentes. Et l'empreinte carbone, oui, elle est peut-être régulée, mais elle est significative. Les Jeux de 2024 devaient avoir un coût de quelques milliards. Là, on entend des chiffres, finalement, ça a presque triplé. L'héritage, pourquoi pas, on en reviendra. Mais quand on voit qu'il y a des personnes qui sont déplacées pour les Jeux parce qu'ils font tâche dans le décor, moi, ça me pose question au niveau éthique. Comment vont venir les touristes jusqu'à Paris? Ça m'étonnerait qu'ils viennent à pied. Ils vont venir la majorité en bateau. Quand on voit en fait toutes ces choses-là, oui, on réinvestit un capital dans le sport de niveau, mais qui profite toujours à enrichir ce sportif de niveau. Il y a des gens à côté qui n'ont pas cette chance-là et qu'est-ce qu'on en fait? C'est pour ça que je disais ça. Mais le sport de niveau est vecteur de beaucoup de bien, ça j'en suis convaincu. Je voulais juste de manière très courte rappeler un prérequis. Se surpasser et être plus fort que l'autre, c'est dans l'essence de l'homme, c'est dans l'identité de l'humain. Je dis bien de l'humain, pas de l'homme, hein, de l'humain, homme ou femme. Voilà. On veut performer psychologiquement, au plan cognitif, au plan intellectuel, au plan physique. Et j'ai très peur que ce soit vraiment dans l'essence de l'homme. Allez-y. Vous avez bien des questions, hein, ou ils n'ont pas tout dit? Vous avez bien des questions? Ou même, est-ce que vous faites du sport, vous, là, dans le lot, là?
Ça vous pose pas des questions, non? Alors, vas-y, si tu veux. Je viens avec le micro. Je m'appelle Guilain, je suis en première année à Centrale. Et c'était juste en question, quand on est, enfin, entre guillemets, coach, ou du moins qu'on accompagne des sportifs, est-ce qu'on perd pas aussi un peu, entre guillemets, l'intérêt pour le sport, parce qu'à un peu trop objectiver les choses, à un peu trop voir le sport un peu, entre guillemets, derrière ce qu'il est. Est-ce qu'on rate pas un peu du moment même où, où le sportif, entre guillemets, fait son activité? Ou, enfin, est-ce que typiquement pour quelqu'un qui accompagne, donc par exemple pour vous, pour les cyclistes, est-ce que c'est toujours par exemple amusant de regarder par exemple le Tour de France ou quelque chose comme ça? Je passerai le micro après, mais pour répondre à la question, faut faire la distinction. Oui, c'est notre métier, bien évidemment. Donc au quotidien, on est là-dedans, on essaye d'objectiver. Mais quand on vit des jeux à domicile, quand on va vivre des jeux à domicile, là je pars demain au championnat d'Europe à Rome, quand j'ai vécu des records de France en direct, on a la chair de poule et c'est aussi pour ça qu'on fait en fait notre métier, c'est pour vivre des émotions que notre quotidien ne nous permettrait pas si on n'avait pas cette activité professionnelle. Et je reviens à ce que disait tout à l'heure mon collègue, c'est pour ça que les sportifs de haut niveau font leur activité. C'est qu'il y a c'est tellement dur au quotidien, ils acceptent ce sacrifice pour justement vivre même pas un jour, quelques minutes, voire quelques secondes d'émotions très riches et très fortes. Et c'est ça qui fait, qui pour moi est la finalité de leur pratique. Juste pour répondre de manière très rapide à votre question, à mon âge très avancé, que je ne préciserai pas par pudeur personnelle, je prends toujours énormément de plaisir à suivre des courses cyclistes et des tas d'autres sports. Donc non, c'est absolument pas dénaturé, toujours aussi passionné par le sport de compétition. Moi, j'avais une question peut-être pour relancer, c'était sur la question de la limite du corps. C'est quoi vos curseurs d'évaluation pour voir qu'on approche de la limite de la cassure ou de là où le corps vraiment arrive au maximum de sa capacité? La blessure, tout simplement. Quand le sportif se blesse, c'est qu'il Oui, arrive à la le limite sportif, de sa limite. son job, c'est justement de flirter avec cette limite pour donner le maximum. Et donc, À mon sens, très peu de très grands sportifs de haut niveau n'ont pas connu de blessure. Et justement, leur limite, c'est dès lors qu'ils se blessent. Je pense. Non, mais tu as tout à fait raison, mais ça, c'est aussi une question extrêmement importante en pratique de terrain. Mais pouvoir déterminer une limite au-delà de laquelle un sportif va se blesser, ça voudrait dire qu'on a des facteurs prédictifs de la blessure. On n'a pas de facteurs prédictifs de la blessure. On a des conditions favorables à la survenue de blessures, surcharge de travail à l'entraînement, décalage horaire, fatigue intellectuelle, conflits psychologiques, on a des tas, mauvaise nutrition évidemment. Il y a des tas de facteurs qui sont des conditions favorables à la survenue d'une blessure. Mais on n'a pas de facteurs biologiques ou autres prédicteur de la survenue d'une blessure, qui pourrait dire, ça serait trop simple. Encore une fois, la machine humaine, entre guillemets, pour machine, la machine humaine est loin d'être simple. La médecine et la physiologie, ce ne sont pas des sciences exactes, contrairement aux mathématiques, à la mécanique, etc., à la physique. Ce ne sont pas des sciences exactes. Et on n'a pas de facteur prédictif de blessure. Ça serait trop simple de pouvoir dire, tiens, on a un seuil, tu peux t'entraîner jusqu'à ce seuil-là, et puis au-delà, non, on n'a pas cette limite, c'est pas possible. dans la même veine, j'ai encore une question avant que vous en ayez, vous, là. Mais est-ce que le corps humain ne se suffit pas à lui-même pour la performance? J'ai en mémoire alors je ne saurais pas dire ni son nom ni son pays d'origine, mais un coureur au marathon de Paris qui courait sans chaussures et qui était hyper bon et qui faisait des performances incroyables. Vous vous souvenez pas de ça? Et il était hyper bon, quoi. Il y a Bébé Bikila aussi, qui gagne les Jeux de Rome pieds nus, c'est très bien. Mais voilà, en 1960. Mais en fait, si le but c'est d'être performant, non. Pas né.
En fait, si le but d'être performant, on pourrait rouler avec des vélos qui ne sont pas en carbone, il n'y a pas de souci. On pourrait courir pieds Ah, mais nus. là, c'est quand même différent de parler du vélo que de ses propres pieds. Enfin, genre, sa physiologie à lui permettait de faire des performances incroyables comme ça, tout nu, quoi. En fait, ça veut dire quoi incroyable? Incroyable par rapport à qui? Incroyable En par tout cas, rapport à lui? il dépassait tout le monde, quoi. Bah, il dépassait tout le monde, il a fini premier du marathon, il a J'en sais battu rien, le j'en sais record du rien, monde. mais C'était incroyable, si c'est 2h20, oui, c'est très bien. Ça reste mieux que 99% de la population. Mais le sport de haut niveau, c'est 0,00001. Donc non, en tout cas, pour se faire du sport de haut niveau, on ne peut pas se suffire à ça. C'est un avis non, non, personnel. très bien, hein. non, mais vous avez remarqué, je suis un grand béotien, je ne connais pas grand-chose. Allez, une question, Catherine. Bonjour, désolée, je me lève pas pour pas faire tomber l'ordinateur. Au début, vous avez dit, je pense que c'est Xavier, je crois, a dit la mesure, le capteur donne des résultats, des chiffres, des données, une accumulation de données, etc. Mais de toute façon, ensuite, il y a l'interprétation, il y a la décision. Donc, l'interprétation, puis la décision. Est-ce que le développement de l'intelligence artificielle modifie un peu, déplace un peu, rend un petit peu plus flou ces différences et qui sont assez rassurantes, le fait qu'il y ait ces différences. Comment vous voyez ces évolutions ? Honnêtement, je pense que le développement d'algorithmes par l'intelligence artificielle va vraiment changer la face du monde, même pour nous. On a devant nous vraiment un champ d'évolution absolument extraordinaire, par justement l'interprétation intelligente de signaux, de facteurs que l'on mesure, dont on a encore beaucoup de difficultés à interpréter, c'est-à-dire à en sortir. On a 4 facteurs qui vont mesurer, 4 capteurs qui vont mesurer 4 ou 6 paramètres. Nous, on a la difficulté à donner une cohérence à ces 6 paramètres pour donner un seul chiffre qui soit un indice de forme, par exemple. L'intelligence artificielle, clairement, va nous apporter énormément dans ce domaine. Ça, moi, j'en suis absolument convaincu. L'intelligence artificielle, malgré tout, devra toujours être maîtrisée. C'est-à-dire, ça ne restera qu'un outil intelligent et qui restera au service de l'homme. Et la prise de décision devra être une prise de décision humaine, prise par l'homme, par l'humain, bien évidemment. Mais clairement, on va avoir un champ de connaissances considérablement amélioré par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Bonsoir, merci beaucoup pour toutes vos interventions. Antoine, moi je travaille pour Holy Games, donc vision elle est plus sportive que scientifique, on va dire ça comme ça. Mais je voulais revenir sur, de par votre parcours, notamment Xavier, mais on a beaucoup parlé de médecine, etc. Moi je voulais savoir si vous pouviez nous parler des liens entre le sport, les sciences plus molles, comme on l'a dit au début, les sciences du management aussi, c'est-à-dire, est-ce que vous, notamment François, dans l'expérience du collectif, du staff au service des athlètes, est-ce que ça vous arrive de dialoguer avec des champs d'activité pas scientifiques ni sportifs, je sais pas, des organisations, des entreprises ou autres, de dialoguer avec d'autres domaines scientifiques, je sais pas, des biologistes pour la science du vivant, pour comprendre le sens du collectif ou autre, des choses qui vous permettent de voir dans la pratique sportive quelque chose par rapport au sens du collectif, notamment au sens du management. Il n'est pas rare, en effet. En fait, il faut voir l'entraîneur comme un chef d'orchestre. Il a le droit. Le but, lui, c'est de faire jouer l'ensemble des acteurs le plus juste possible pour servir la performance du sportif. Donc, parmi tous les musiciens, on a les psychologues, on a des sociologues, on a des chefs d'entreprise, parce que c'est eux qui permettent aussi de financer la pratique de nos sportifs. On peut souvent, il y a des formations, des remises en question, donc on va interroger des chefs d'entreprise parce que ça reste un manager, l'entraîneur reste un manager également. Il peut y avoir tout un tas il y a des profs de yoga, il y en a qui peuvent bien sûr aller voir des personnes de différentes confessions. Donc tout à fait, l'entraîneur, et je pense que c'est même signe d'une grande compétence
s'il fait interagir toutes ces personnes autour de lui. J'ai une autre question, alors, je ne l'ai pas bien comprise, alors je vais vous la poser, puis vous allez me dire si vous la comprenez, vous. Pensez-vous que le sport de haut niveau est bon pour les sportifs? Alors je ne sais pas s'il s'agit des sportifs en général, comme vous et pas moi, mais ou pour les sportifs de haut niveau eux-mêmes. En fait, c'est pas à nous de répondre à cette question, ça serait à eux de répondre, si c'est bon pour eux ou pas. Alors oui, on l'a dit tout à l'heure, c'est vecteur de souffrance, physiologique, psychologique. Mais s'ils sont OK avec ça, moi, je n'ai pas mon mot à dire, en fait. C'est à eux de répondre à cette question-là. Alors, cette question veut peut-être dire aussi, est-ce que le sport de haut niveau n'est pas mauvais pour la santé, non? Est-ce qu'on ne peut pas l'interpréter comme ça? Peut-être pour la promo. Moi, j'avais compris pour la promotion du sport en tant que tel, mais enfin, en tout cas pour la santé, oui. Bah, si on prend cette question-là, très bien. Faisons celle-là. Alors, pour la santé. Mais c'était pas parce que j'avais une proposition de réponse, hein, pas du tout. Il n'y avait pas de préméditation, hein, dans mon interprétation. Non, mais ça c'est un sujet qui est aussi très souvent débattu. Enfin, je sais qu'au sein de l'Académie de médecine, par exemple, très régulièrement, on m'interpelle, on me dit, mais ouais, non, mais attends, le sport de haut niveau, c'est mauvais pour la santé, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Ah bon? Mais qui le sait? Qui l'a démontré? Est-ce que c'est vrai? Ben non, évidemment. L'espérance de vie d'anciens sportifs de haut niveau, notamment ça a été réalisé chez des athlètes, tous les sportifs olympiens français qui ont participé au moins une fois des Jeux olympiques depuis, je ne me souviens plus de la période, mais très long, avec un très très long recul d'âge. Tous les anciens coureurs du Tour de France qui ont au moins réalisé un Tour de France, tous ces anciens sportifs de haut niveau ont une espérance de vie supérieure à la population générale. Est-ce qu'ils n'ont pas des problèmes de squelette, tout ça, de genoux, de dos, d'épaule? Et on n'était pas du tout raccord auparavant, on ne s'était pas coordonné sur les réponses à donner à cette question. Mais évidemment que la vraie question, c'est celle-là. L'espérance de vie, on sait mesurer. C'est très facile. Hein, on a la naissance, on a la date du décès. Donc on peut mesurer l'espérance de vie. Ce que l'on mesure très mal, c'est le confort de vie et la qualité de vie au cours du vieillissement. Et là, c'est vrai que ça, c'est une question qui est beaucoup plus complexe, à laquelle actuellement on ne sait pas trop répondre. Mais il est évident que pour certains sports, que je ne nommerai pas évidemment, mais pour certains sports, les contraintes mécaniques pendant la période de compétition sont tellement importantes qu'on ne peut pas exclure qu'il y a un vieillissement accéléré du squelette, de l'appareil locomoteur, des articulations en particulier, qui obligatoirement va affecter la qualité de vie et le confort de vie. Mais l'espérance de vie, elle est toujours plus importante, plus élevée chez les anciens sportifs de haut niveau que dans la population générale. Isabelle? Pardon, je te coupe, pardon, parce qu'en fait, j'ai la précision sur la question juste d'avant. Mais après, promis, c'est toi. La question portait bien sur les sportifs de haut niveau, leur santé mentale, leur développement personnel. Alors, c'est plutôt santé mentale, oui. Pardon, Isabelle. C'est bon. Merci. Est-ce qu'en tant que scientifique, vous essayez d'objectiver le rapport à la foule quand le sportif est en action, puisque c'est intéressant de voir que quand on joue à domicile, quand on fait un Thibaut Pinot qui est sur ses terres, il y a le sportif souvent est transcendé, même si parfois il peut être inhibé. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez d'objectiver? Moi, je me rappellerai toujours de ce chiffre que j'avais lu quand le PSG avait gagné 4-0 à domicile contre le Barça. Il avait 100% de chance de se qualifier. Et la réalité a fait que la remontada nous a montré que la science là-dessus s'était un peu trompée. Donc comment objectiver ce rapport à la foule, au fait d'être à domicile? On espère que les Français, en ayant les JO à domicile, vont être capables de se transcender. Est-ce qu'on est capable d'objectiver ça? Alors déjà, c'est pas la science qui avait objectivé la victoire, c'est les statistiques. C'est pas la même chose.
et les statistiques sont faites pour parfois être démontrées. C'est important de faire la distinction. Et il y a des études, oui, en psychologie qui mettent en évidence, pour des sports co comme le foot, comme vous venez de le dire, l'impact sur l'émotion, sur la stimulation, sur la motivation que peuvent représenter des jeux, des compétitions à domicile. Il y avait un projet de recherche qui avait été suggéré mais qui n'a pas donné suite. C'était l'impact des jeux à la maison pour nos sportifs français. Parce qu'évidemment, ce n'est pas la même chose de faire des jeux à Tokyo dans un contexte de Covid où il n'y a personne dans les gradins que dans un contexte à domicile, chez nous, où on sort du stade, potentiellement on peut voir notre famille. Dans le stade, dès qu'il y a un sportif qui va arriver français, son nom va être scandé. Donc, c'est pas la même chose et ça se prépare et ça s'anticipe. Et oui, il y a des études qui mettent en évidence ces interactions entre la ferveur d'un public et d'un sportif. Juste un petit commentaire. En tant que fidèle supporter du Paris Saint-Germain, je ne vous remercie pas de m'avoir rappelé ce douloureux souvenir. Vraiment pas, merci. Mais oui, mais en fait, ça, c'était un parfait exemple aussi de la fragilité psychologique dans les sports d'équipe. On ne peut pas, dans un sport d'équipe, tous les footballeurs le disent, un match n'est jamais gagné ou n'est jamais perdu d'avance. Jamais, jamais. Et donc là, on en avait eu la parfaite démonstration. Dire que la qualification était assurée à 100%, c'était une monstre bêtise, pour ne pas dire autre chose. Absolument sans sens. Un match n'est jamais gagné ou n'est jamais perdu d'avance. Pour quelle raison? Oui, la peur de gagner, et ça existe, surtout dans les sports collectifs, qui nécessitent non seulement des qualités physiques, techniques, individuelles, mais surtout de sens du jeu, de perception de l'autre. À un moment donné, tout peut capoter. Sous la pression de la foule, oui, pourquoi pas. Sous la pression de l'enjeu, oui, aussi. Et puis par des facteurs que l'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Mais à un moment donné, tout peut dérailler. Et ça, c'est vraiment la glorieuse incertitude du sport, et en particulier des sports collectifs, des sports d'équipe. Allez, vous avez une dernière chance de poser une question. Eh bien, dans ce cas, merci beaucoup à tous les deux, Xavier et François, pour votre intervention ce soir ici au centre Teilhard de Chardin. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ce plateau sur notre site rcf.fr. À très bientôt, bonne soirée à tous.